Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Fontès, je suis ingénieur de recherche en écologie végétale à la Tour du Valin. Je travaille essentiellement sur des questions de restauration écologique et je vais vous faire aujourd'hui donc une présentation en remplacement de François Méléard qui avait à l'origine fait ces diapositives mais qui ne peut pas le présenter aujourd'hui. Donc je m'excuse par avance si ça manque peut-être un peu de fluidité, mais j'espère que je pourrai vous présenter ça au mieux et également au mieux répondre à toutes vos questions. Alors, donc, on va vous présenter ici des exemples de restauration des zones humides et notamment des exemples de restauration passive et active. Donc, on va vous définir un peu ce que veulent dire ces deux termes et notamment dans un contexte scientifique. Et dans un second temps, et un peu plus rapidement, on vous présentera la planification de la restauration et en particulier les questions d'évaluation et de suivi des actions de restauration. Donc, le contexte général de la restauration écologique, c'est que vous avez déjà eu un cours théorique là-dessus, mais on vous fait un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu suivre la journée d'hier. Donc, la restauration écologique cherche à restaurer des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits en les faisant converger vers des écosystèmes de référence. Donc, un écosystème de référence, c'est un écosystème qui est un écosystème naturel, qui n'a pas subi de pression, de dégradation anthropique. Et c'est l'objectif finalement de la restauration écologique, donc de passer d'un état dégradé à un état de référence. Et donc pour cela, on a plusieurs questionnements et plusieurs moyens d'action. Le premier, c'est de Several ways to do that. Pardon. Le premier est de savoir si les conditions environnementales de l'écosystème dégradé sont toujours favorables et toujours favorables pour les espèces cibles de la restauration. Donc finalement, sont toujours similaires à l'état de référence. Et donc pour ça, il faut aussi savoir si le pool régional d'espèces est bien présent et donc on va pouvoir coloniser ce milieu. Donc, ce qui pose la question de la nécessité de forcer ou de laisser faire la dispersion des espèces. Et ensuite, il y a la question du contrôle de la compétition, donc finalement de jouer sur les relations biotiques qui existent entre les espèces qui peuvent favoriser ou défavoriser l'installation des espèces de référence, des espèces cibles de notre écosystème. Donc, il y a des restaurations que l'on dit passives et d'autres que l'on dit actives. Dans le cas d'une restauration, de manière générale, on voit sur ce graphique la trajectoire de l'écosystème de référence, qui est l'ondulation que l'on voit qui part sur la gauche du graphique. Donc, c'est un écosystème qui subit une dégradation. On voit la flèche rouge et le point rouge qui est l'état dégradé de l'écosystème. Et ensuite, la question est de savoir est-ce qu'il est possible pour cet écosystème dégradé de rejoindre sa trajectoire initiale, et donc sa trajectoire de référence. Et si c'est possible, comment faire cela? Donc, dans le cas où un écosystème ne peut pas se restaurer tout seul, on va mettre en place une restauration. Donc, c'est-à-dire ici, on voit bien un écosystème qui a subi une perturbation et qui va resuivre une nouvelle trajectoire qui est différente de sa trajectoire de référence, avec une perte d'éléments de biodiversité ou de fonctionnement. Et donc, tout l'enjeu de la restauration, ça va être de faire reconverger cet écosystème dégradé qui n'est pas suffisamment résilient pour retrouver tout seul une trajectoire, le faire reconverger vers sa trajectoire de référence. Donc, il y a plusieurs situations. S'il est quand même résilient, changer la gestion de manière assez légère permet de le faire revenir vers sa trajectoire de référence. C'est plutôt ce qu'on appelle la restauration passive. Euh, et dans le cas où ces changements de gestion légers ne permettent pas de re-enclencher une dynamique favorable pour cet écosystème, il va y avoir besoin d'être un peu plus interventionniste et donc du coup de faire recours à des actions de restauration active. Et donc on va vous illustrer un peu ces concepts via la restauration des marais temporaires. Les marais temporaires sont des milieux aquatiques qui sont donc temporaires, comme leur nom l'indique, qui sont en eau une partie de l'année et à sec une autre partie de l'année. Donc, ce sont des milieux qui sont plus fréquents dans les régions où les saisons de précipitation sont plus marquées, comme en climat méditerranéen, où les précipitations sont plutôt concentrées à l'automne et au printemps. Et on a
tout de même une grande diversité de situations selon le climat, la connectivité à d'autres milieux, les types de sols et évidemment les types de gestion et d'usage de ces milieux. Voilà un peu pour illustrer la diversité des situations des marais temporaires. On a des milieux qui sont aussi artificiels, hein. On voit ici des salins, des rizières, des milieux beaucoup plus naturels, d'altitude, des milieux aussi un peu saumâtres sur la frange littorale. Donc, ce sont des milieux qui sont temporairement inondés et cette inondation a une très forte influence sur la biologie des espèces. Et donc, on va avoir des milieux qui sont très contrastés selon finalement le temps d'inondation. Et on a des milieux qui vont être inondés de manière vraiment éphémère ou de manière plus, euh, plus longue. On a aussi des milieux qui vont être plus ou moins isolés. Par exemple, dans le cas de certaines lagunes temporaires, de certaines mares temporaires, on peut avoir des milieux qui sont des milieux plutôt périphériques de grandes pièces d'eau permanentes, donc avec une connectivité environnementale importante avec ces milieux permanents, et d'autres qui vont être beaucoup plus isolés. Et on a aussi évidemment donc toutes les questions de toutes les variables de substrat, les variables climatiques ou biogéographiques qui vont influencer fortement le type de mare temporaire, de marée temporaire. Donc selon la définition de Ramsar, une mare temporaire, c'est un espace c'est un écosystème qui est de faible surface, ici qu'on considère inférieur à 10 hectares, et qui est caractérisé par une alternance de phases sèches et de phases inondées, et aussi qui a un fonctionnement hydrologique autonome. Donc ça va concerner en grande partie tous les systèmes endoréiques, c'est-à-dire les systèmes qui sont mis en eau par les précipitations. Donc, vous voyez encore ici une grande diversité des mares temporaires. On a aussi, y compris des mares forestières. On a des mares qu'on appelle cupulaires, c'est-à-dire des mares qui sont dans des systèmes rocheux, totalement imperméables et qui vont former des sortes de vasques et qui ont une diversité qui est très importante. Donc, il a été identifié dans le bassin méditerranéen un certain nombre de secteurs qui sont très importants pour les mares temporaires. Vous voyez qu'ils sont répartis de manière pas parfaitement homogène, mais qu'ils occupent quand même l'ensemble du bassin méditerranéen et qui sont finalement assez nombreux. On a aussi un grand nombre d'espèces rares et endémiques qui sont inféodées à ce type de milieu du fait de ces caractéristiques très particulières, donc à la fois une inondation et à la fois une exondation saisonnière. Donc on a des organismes qui sont très adaptés à ces conditions assez particulières et donc on a aussi un taux d'endémisme assez important. Donc, à titre d'exemple, 78 espèces, parmi les 78 espèces d'amphibiens dans le bassin méditerranéen, 39 dépendent des marais temporaires et 58% sont des espèces endémiques. Donc, c'est un milieu aussi qui subit de nombreuses menaces et pressions, notamment du fait de changements hydrologiques, du fait aussi des successions de la végétation, des successions végétales. Donc, par exemple, dans le cas d'abandon de l'herbivorie sauvage ou domestique. Ces milieux sont aussi nécessairement dans des bassins versants. Donc, selon les activités humaines qui ont lieu dans le bassin versant, notamment l'agriculture, ils sont le réceptacle de polluants, donc de polluants organiques comme l'azote ou le phosphore, qui peut être des engrais utilisés dans les cultures, mais aussi de pollutions chimiques comme les pesticides. On a effectivement aussi le problème des espèces exotiques envahissantes qui peut nuire à ces espaces et évidemment la question des usages que l'on fait de ces milieux et qui peuvent aller jusqu'à la destruction directe par la création de structures urbaines. On voit ici, par exemple, sur ces photos aériennes, on voit là des mares temporaires qui ont été totalement détruites suite à une urbanisation. On a aussi des situations de remblaiement, de comblement par déchetterie sauvages ou non. L'eutrophisation est également un problème important auquel est confronté les mares et les marais temporaires. Donc on voit ici une mare qui est recouverte d'un tapis de lentilles et d'algues filamenteuses, donc qui est signe plutôt d'une eutrophisation importante du marais, qui ne laisse pas rentrer la lumière dans l'eau et donc qui rentre finalement en compétition avec l'ensemble des plantes aquatiques qui peuvent avoir un enjeu de conservation très important. Donc on a des menaces qui peuvent être des destructions directes par le développement urbain, par l'excavation de matériaux, donc par le prélèvement notamment de l'argile,
par le surpâturage, hein, qui est un exemple assez important, notamment pour le sud du bassin méditerranéen. Les activités agricoles, hein, ont de longue date entraîné la destruction de certaines mares et marais temporaires. Donc, comme on l'a dit, la pollution de l'eau via le bassin versant, et ensuite des menaces sur lesquelles on a moins de prise, qui sont les changements climatiques et évidemment l'accumulation de l'ensemble de ces impacts. Donc, on voit, hein, sur la photo de droite une question de surpâturage. En bas à droite, des marais qui sont totalement asséchés à des périodes où ils ne devraient pas l'être, donc par exemple qui est induit par le prélèvement des ressources en eau, qui fait que des milieux qui devraient être en eau plus longtemps se retrouvent totalement asséchés, puisque l'agriculture va puiser la ressource en eau dans les nappes phréatiques. Et après, un exemple de décharge sauvage et un exemple d'eau très turbide liée à un problème d'eutrophisation. Donc, suite aux enjeux importants que représentent ces mares et ces marais temporaires, et aussi aux nombreuses pressions et menaces qui s'exercent sur elles, il y a différents projets de restauration qui ont vu le jour et qui concernent les mares temporaires. Donc, l'élément le plus important, probablement, pour restaurer les mares temporaires, c'est de considérer les conditions hydrologiques qui sont nécessaires pour l'existence de ces milieux, qui est le principal facteur qui va déterminer le développement de la faune et de la flore dans ces espaces. Ensuite, la salinité est également, en tout cas pour les espaces plutôt littoraux, est également une variable qui est très importante et qui conditionne fortement le développement des organismes. Et, donc, la question aussi de l'hydrologie est liée à l'assèchement estival qui peut introduire une dominance d'espèces vivaces qui vont rentrer en compétition avec les espèces annuelles qui sont, elles, en général, plus caractéristiques des marais temporaires. Et on a tout un panel d'espèces qui vont avoir des optimums écologiques différents et qui vont s'exprimer à différentes dates. Donc, la variabilité d'expression de ces conditions, d'hydrologie, de salinité, et notamment de la date d'assèchement, vont être assez importantes pour assurer le maintien d'une certaine diversité, sachant que ces conditions peuvent être variables d'une année sur l'autre, hein. L'hydrologie peut être la mise en eau peut être importante une année et faible une autre année. Ça fait partie du fonctionnement naturel de ces marais. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, c'est qu'on n'est pas sur un écosystème qui va être en eau exactement aux mêmes dates chaque année, mais c'est justement la fluctuation des conditions de mise en eau, la variabilité de ces conditions-là, qui va permettre l'expression d'un potentiel biologique qui est diversifié et qui va être variable lui aussi selon les années. Voilà, donc on a une végétation qui se distribue, hein, de manière différenciée selon les années, au sein même de la mare ou selon les mares, et avec une forte variabilisation interannuelle et puis même intra-annuelle, comme je l'expliquais. Donc, il y a une importance à caractériser le fonctionnement hydrologique de ces milieux pour finalement restaurer ces conditions d'inondation. On a le cas, par exemple, des mares éphémères qui vont être en eau pendant une très courte période, voire avoir plusieurs dates de mise en eau dans l'année, en général qui est liée plutôt aux précipitations. Et donc, pour restaurer l'hydrologie, la première des choses à faire, ça va être d'identifier les sources de perturbation, donc qui peuvent être par exemple le drainage. Il peut y avoir aussi des effets sur le bassin versant, donc la quantité d'eau que va recevoir une mare va être fonction à la fois des précipitations, donc de la quantité d'eau qui tombe du fait des précipitations, mais aussi de la surface du bassin versant, c'est-à-dire de la surface du bassin qui va collecter cette eau de pluie qui va finalement atterrir dans la mare. Donc, ce sont un peu ces éléments. Le bassin versant peut avoir été fragmenté, par exemple par l'agriculture, par la création de digues et de canaux, qui va réduire le bassin versant, donc restaurer le fonctionnement hydrologique. Ça peut être restaurer la surface du bassin versant initialement existant, qui va permettre de collecter une quantité d'eau suffisante pour que la mare fonctionne. La profondeur aussi, hein, peut avoir un effet de la mare sur son hydrologie, évidemment, et la profondeur du bassin. Ensuite, le climat a aussi un effet qui est important, qui est pas vraiment maîtrisable, mais donc on a la quantité d'eau, la quantité des précipitations, mais aussi de l'évaporation, hein, qui va
qui va être expliqué par le vent et les températures. Donc, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de prise et qui est problématique de plus en plus aujourd'hui via le contexte de changement climatique. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être un petit peu compensé selon les situations par des apports d'eau. Voilà, c'est le choix qu'ont fait un certain nombre de gestionnaires aujourd'hui de maîtriser ou de compenser en tout cas le déficit hydrique du fait du changement climatique par des apports d'eau douce via un réseau déjà existant de canalisation. Donc pour restaurer l'hydrologie, quelque chose qui est important, c'est de caractériser la situation de référence, donc connaître la situation dans laquelle les conditions que l'on souhaite, les conditions qui permettent l'expression des espèces que l'on souhaite voir réapparaître dans le milieu. C'est quelque chose qui est important à caractériser. Donc, on peut connaître l'état de référence historique, c'est-à-dire connaître les conditions hydrologiques du milieu avant qu'il soit dégradé. Et on peut aussi utiliser des références qui soient contemporaines. Donc, c'est-à-dire utiliser finalement des marées qui existent aujourd'hui et qui sont dans un bon état de conservation et de comparer notre milieu qui est dégradé à ces situations de référence qui existent aujourd'hui pour définir les niveaux d'eau et les dates de mise en eau d'ASEC qui semblent les plus favorables pour le redéveloppement de cet écosystème. Et ce qui est aussi important, c'est de caractériser l'état initial de l'écosystème dégradé, donc savoir, pour pouvoir comparer notre objectif, qui est l'état de référence, à notre système dégradé, qui est l'état initial, et pour pouvoir ensuite suivre le déplacement de cet état initial vers l'état de référence. Donc pour ça, il y a différentes possibilités. Hein. Par exemple, la pose de piézomètre qui permet de suivre le niveau d'eau dans la nappe en surface, qui peut être équipé sur les sites restaurés, et y compris sur les sites de référence. Donc, la reconstitution de l'hydrologie est un objectif à définir de manière assez précise, qui peut être aussi modélisé, donc on peut finalement définir un volume de mare ou définir un volume d'eau qui va arriver dans la mare selon le bassin versant, l'évaporation, etc., et qui va être ajusté par la gestion. Donc, pour reconstruire cette hydrologie, il est nécessaire de connaître la taille de la mare, notamment son volume, et y compris celui du bassin versant, qui va permettre de collecter l'eau de pluie de manière naturelle. Et ça, donc, cette taille de la mare et du bassin versant va directement impacter les régimes d'inondation de la future mare restaurée. Donc, par exemple, quelque chose qui a pu être fait, c'est un décapage de surface, donc un creusement vraiment léger du sédiment de surface pour augmenter un petit peu la profondeur et le volume du bassin de la mare. Et on voit que sur cet exemple-là, on voit sur la partie de gauche la mare initiale qui était comblée et la mare après restauration, qui est finalement plus profonde et qui collecte donc plus d'eau dans sa partie centrale. Et donc qui a été favorable à différentes espèces patrimoniales. Donc ici, on voit une renoncule qui doit être Ranunculus ophioglossifolius, j'imagine, ou une espèce proche, qui est une espèce patrimoniale qui a besoin d'une certaine inondation. Voilà, donc un simple, des fois, dans ce cas-là, un creusement, un décapage léger peut permettre peut suffire pour retrouver les conditions hydrologiques initiales du milieu qui a été détérioré. Et évidemment, ces opérations ont un coût, ici, qui était de 3 500 €. Un autre exemple qui est celui de mares temporaires. Donc ici, on est dans la plaine des Morts, dans le sud-est de la France. On est sur un terrain qui est très sujet aux incendies. Et pour limiter l'érosion suite à l'incendie, donc l'incendie détruit la végétation et finalement expose des grandes surfaces de sol nu qui peuvent être emportées et érodées par des précipitations importantes, comme on les connaît en climat méditerranéen. Et pour éviter d'avoir du colluvionnement, c'est-à-dire du sédiment qui va être emporté par l'eau de ruissellement issue des précipitations, il a été réalisé un léger endiguement, une légère barrière, on va dire, qui laisse évidemment passer l'eau, mais qui retient les sédiments pour éviter d'avoir un comblement
très rapide et problématique de la mare. Alors, des actions ici un peu plus importantes, c'est de reconstruire carrément une mare sur un secteur où des mares existaient, mais qui ont été détruites. Donc ici, par exemple, détruites par la riziculture. Donc on est en Camargue. C'est une mare dans le sud de la France, qui est une mare qui a été creusée dans une friche agricole. Et ici, la problématique principale qu'on se pose quand on cherche à créer cette mare, c'est la question des infiltrations d'eau. Et il y a des champs selon la nature du substrat, notamment si on a un substrat sableux, il y a des chances, des risques d'avoir des fortes infiltrations d'eau et finalement que la mare, après être mise en eau par les précipitations, ne tienne pas du tout cette eau et que cette eau s'infiltre dans le sol. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une question qu'il faut se poser hein, quand on réalise de tels travaux. Et il faut aussi mesurer l'hétérogénéité du substrat, puisqu'on peut avoir une dominante d'argile, mais avoir un secteur sableux qui suffit pour perdre l'eau par infiltration. Il est possible aussi de remédier à ça par la pose d'une couche d'argile qui sera imperméable, qui tapisserait le fond et les bordures de la mare. C'est quelque chose qui existe et qui pose aussi la question de l'épaisseur de cette couche d'argile, la quantité d'argile qu'il faut. On considère en général qu'une vingtaine de centimètres d'argile permet d'avoir une imperméabilité suffisante pour ce genre de milieu. Pour ce qui concerne l'eutrophisation, qui est une cause aussi très importante de dégradation de ces milieux, notamment du fait qu'elle favorise des espèces plus communes et plus compétitives, y compris les espèces exotiques envahissantes, au détriment des espèces rares. Donc cette eutrophisation, elle peut être liée à un changement de fonctionnement hydrologique, donc par exemple une mise en eau plus longue ou voire une mise en eau permanente qui est une source d'eutrophisation des marais temporaires. Mais aussi les usages qui sont faits, les usages historiques qui ont été faits sur des secteurs de ces mares. Donc, par exemple, s'il y a eu de l'agriculture, il y a eu des intrants organiques, donc des nutriments, du phosphore, de l'azote, de la matière organique, qui ont enrichi le sol et qui est un sol qui devient finalement beaucoup trop riche pour, pour permettre le développement des espèces caractéristiques des mares temporaires, qui sont plutôt des espèces oligotrophes à mésotrophes. Donc, il y a plusieurs techniques pour restaurer ce qu'on appelle l'oligotrophie, donc c'est-à-dire une eau qui va être une eau et un sédiment qui va être faiblement chargé en matière organique. Une des possibilités qui est quand même assez contraignante, mais qui existe et qui a déjà fait ses preuves, c'est de réduire la biomasse des plantes, donc c'est-à-dire d'exporter ici la forte production en algues filamenteuses ou en lentilles d'eau, donc de récupérer chaque année cette matière organique et de l'exporter de manière à diminuer la quantité de matière organique globale qu'il y a dans le milieu. Évidemment, si cette eutrophisation elle est liée à un changement de régime hydrique, il faut d'abord restaurer le régime hydrique avant de faire ce genre d'opération, puisque c'est la cause originale c'est la cause première de l'eutrophisation. Il y a aussi la question, une menace dont on n'avait pas encore évoqué, qui est la menace des flux de gènes. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre d'espèces, ici par exemple Marsilea stringosa, qui est une espèce très rare et protégée nationale en France, qui est présente dans seulement quelques mares du sud de la France. Et donc, on a cette espèce qui a une structure génétique qui est très marquée, qui est très forte, avec des populations qui ont des fortes originalités génétiques, et donc finalement peu d'échanges entre les populations. Et donc, détruire une partie de ces populations, ça revient à détruire finalement toute une partie de la diversité génétique de cette espèce. Et ensuite, on a aussi le problème du cloisonnement possible entre certaines mares qui limiterait encore plus que ce qui est le cas aujourd'hui, le flot de gènes entre ces espèces et qui menacerait encore plus ces populations. Ensuite, il y a la question de la colonisation. Dans le cas de la restauration des mares temporaires, les espèces vont coloniser ou pas les milieux qui ont été restaurés. Donc, on sait que ces espèces arrivent assez peu par l'eau, notamment si les mises en eau se font par les précipitations.
Et il est important quand on restaure des espaces temporaires humides, de bien comprendre dans quelle matrice paysagère est-ce qu'on s'insère et est-ce qu'on a un pool d'espèces à proximité qui sont des espèces cibles, des espèces de référence, et quelle est la probabilité que ces espèces colonisent de manière spontanée le milieu qui a été restauré. Donc les vecteurs, ça peut être le vent, ça peut être la faune domestique ou la faune sauvage. Donc la structure du paysage a une forte influence sur ces facteurs de dispersion. Donc on voit ici que donc la dispersion des graines, aussi du pollen, diminue avec la distance aux autres mares et le recrutement, lui augmente. Et donc, c'est le paysage qui a une forte influence là-dessus. Donc, jouer sur le paysage, ça peut aussi jouer sur la probabilité de dispersion des espèces de mares temporaires. Donc, par exemple, une mare qui est très enclavée dans un secteur qui est très embroussaillé, une réouverture du milieu ou des milieux alentours peut favoriser la dispersion des espèces. Alors, en l'absence d'espèces cibles, caractériser la situation, ça peut vouloir dire savoir pourquoi est-ce qu'une espèce est absente ou a disparu du milieu. Les espèces peuvent être absentes depuis très longtemps. Et donc ça pose la question de est-ce qu'on est sur un fonctionnement hydrologique normal, fonctionnel. L'idée est de dire si ces espèces ne sont pas présentes, est-ce que elles ne sont réellement pas présentes, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de graines dans la banque de graines, ou est-ce que simplement les conditions de leur développement ne sont pas suffisamment bonnes pour qu'elles s'expriment, qu'elles fleurissent, qu'elles se reproduisent. Et donc la structure de la végétation aussi peut limiter l'expression de ces espèces, notamment l'abondance des espèces vivaces, et évidemment le stock de graines dans le sol peut expliquer leur absence. Donc pour vérifier ça, une des possibilités, c'est de réaliser des tests de germination. Et évidemment, là, donc, comme je le disais tout à l'heure, la distance aux populations naturelles et l'existence de vecteurs qui permettent à ces populations naturelles de coloniser un milieu restauré, peut-être plus ou moins grand, et devrait être estimé car il peut expliquer le fait qu'on n'ait simplement pas d'espèces cibles dans les milieux restaurés. On va juste faire une très courte pause pour changer d'interprète. OK. Donc, il y a plusieurs causes d'absence d'espèces cibles dans les milieux restaurés, notamment quand on parle de la végétation. Donc déjà, c'est des questions de dynamique de population. Est-ce qu'on a des tailles de population qui sont suffisantes et qu'on n'a pas des populations en déclin? Et du fait de facteurs environnementaux, donc on l'a vu, l'eutrophisation, la sédimentation, la qualité de l'eau, et aussi la gestion, et notamment l'herbivorie, sauvage ou domestique, qui peut réduire des espèces vivaces très compétitrices qui, elles, rentrent en compétition avec les espèces cibles de manière assez fréquente. Donc se pose la question, si ces espèces ne sont pas présentes, de les introduire. Voilà par exemple le cas de Isoète cetacea, qui est une isoètre protégée nationale dans le sud de la France, qui est une espèce à très forte valeur patrimoniale. Et donc la question c'est est-ce que les populations existent encore sur le site? Donc on a étudié le stock de spores de cette espèce. Et ce qu'on voit, c'est que malgré sa quasi-absence du site, on a des quantités de spores de cette espèce qui sont très importantes et qui sont même plus importantes qu'une espèce commune du site, notamment dans les couches les plus superficielles du sol. Donc, on a en abondance
des spores de cette espèce qui sont bien présents. Donc, ce n'est pas l'absence de spores qui ici explique l'absence de développement de cette espèce. Donc, la réintroduction ici n'a évidemment aucun effet et aucun intérêt. C'est plutôt les facteurs environnementaux qui ne permettent pas l'expression de cette espèce. Donc, c'est une dégradation des conditions environnementales du milieu qui a causé la disparition effective de cette espèce sur le site, mais pas un effondrement de son stock semencier. Donc, c'est pas quelque chose qui est toujours important à faire. En tout cas, l'étude de la banque de graines est nécessaire avant une introduction pour vérifier que cela a une pertinence. Ensuite, l'introduction des espèces a des conséquences qui peuvent être assez diverses. Donc, par exemple, ici, on a une étude de la construction de 256 mares temporaires dans lesquelles ont été semées ou pas différentes espèces et dans des ordres différents. Donc, on a ici, on voit 4 espèces qui sont des espèces cibles de la restauration qui ont été semées à des dates différentes et dans des ordres différents. Y compris, on a des sites sur lesquels il n'y a eu aucun semis qui a été réalisé, et puis un suivi qui a été fait à moyen terme, sur un peu moins de 10 ans. Et on voit dans les résultats que les sites, ici, là, sur ce graphique, en haut à droite, que la fréquence des espèces cibles est plus importante même que celle des espèces semées, et bien plus que celle des contrôles, c'est-à-dire des sites dans lesquels il n'y a pas eu de semis, pendant les premières années. Pour autant, on observe qu'au bout d'un certain nombre d'années, ici, au bout de 6 ans, on a les situations qui ont été semées, qui rejoignent les situations contrôle non semées finalement et qui décrochent des systèmes de référence. Donc, on a un intérêt pour le semis, mais qui est assez limité finalement, puisqu'au bout d'un certain nombre d'années, les conditions favorables qui ont été, on va dire, l'état la bonne trajectoire du milieu avec une abondance importante des espèces cibles qui a démarré très vite dès la création de ces mares suite au semis, finalement se dégrade au cours des années et se retrouve à ne plus avoir beaucoup d'effets différents par rapport à un site qui n'a pas été semé. Voilà. Ce qu'on remarque aussi, c'est pour la question des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'on a plus d'espèces exotiques envahissantes dans le milieu qui n'a pas été semé plutôt que dans le milieu semé, y compris dans le milieu de référence. Mais encore une fois, ces différences qui sont importantes au début diminuent et on a une convergence entre les sites semés et les sites qui n'ont pas été semés en termes d'intensité de l'invasion. Donc, on a un effet, mais qui peut être un effet à court terme et qui finalement diminue sur le plus long terme. Donc, on a un intérêt assez limité finalement d'introduction de graines dans ce cas-là. Et donc, on a deux axes un peu de recherche pour comprendre ces mécanismes. Le premier, pour limiter les invasions, ça serait de dire qu'il faut planter des espèces qui sont similaires, qui sont très proches taxonomiquement aux espèces invasives pour avoir des espèces qui sont plus compétitrices et compétitrices uniquement avec les espèces exotiques envahissantes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la limiting similarity. C'est quelque chose qui est plutôt en train d'être abandonné par la science puisque en réalité, deux espèces proches ne vont pas être plus en compétition que deux espèces qui sont différentes. Et on est plutôt en train de développer des concepts d'effet de priorité. Donc, c'est-à-dire de dire que si une espèce arrive avant, une espèce qui a une forte capacité de préemption des ressources et d'installation, si elle est positionnée avant dans la succession, ça va avoir un effet au moins sur le moyen terme. Et donc, ça serait finalement introduire rapidement des espèces cibles qui auraient un effet plutôt que d'introduire des espèces cibles qui seraient proches ou similaires des espèces exotiques envahissantes pour qu'elles rentrent en compétition. Alors, donc, en parlant de compétition, la perte de certaines espèces, notamment d'espèces cibles, peut se faire aussi par compétition. Donc, ce sont des espèces, pas nécessairement des espèces exotiques envahissantes d'ailleurs, des espèces parfaitement indigènes, mais des espèces plus compétitrices, notamment des espèces vivaces qui vont pouvoir se développer dans des marais temporaires, qui ne vont pas permettre le développement
des espèces cibles et des espèces à forte valeur patrimoniale qui sont pour la très grande majorité dans les marais temporaires des espèces annuelles et qui supportent bien ces questions, ces niveaux d'inondation et qui ont besoin de ces niveaux d'inondation temporaires pour exister, mais qui ne vont pas pouvoir survivre ou pas, du moins pas pouvoir s'exprimer face à des espèces très compétitrices. Donc on voit ici un exemple, par exemple, de milieu où on a beaucoup de compétition à droite et une zone qui est pâturée sur laquelle on a très peu de compétition à gauche et on a le même niveau d'eau hein, à droite et à gauche. C'est seulement la végétation qui est plus développée sur la partie droite que sur la partie gauche de l'image. Euh, pour pallier à ce problème, une des possibilités, une fois que c'est finalement restaurer des conditions aussi physiques de l'environnement, c'est de réaliser une réouverture, finalement de couper la biomasse végétale, de couper ces espèces qui sont des espèces très compétitrices et d'enlever la matière organique pour éviter un problème d'eutrophisation. Et si cette opération est répétée, elle peut aussi être simplement du fait du pâturage qui va se nourrir de ces espèces très compétitrices et qui va limiter leur développement. Alors, il y a aussi une possibilité de décapage léger du sol sur quelques centimètres, mais ça peut poser un gros problème, c'est que la banque de graines des espèces cibles est probablement, en tout cas c'est le cas général, dans les premiers centimètres du sol, comme on l'a vu avec Isoet cetacea il y a quelques diapositives. Donc ici, il faut faire vraiment attention de ne pas décaper et de ne pas détruire l'essentiel de la banque de graines des espèces cibles en grattant le sol. Et donc, je vous conseille au moins d'étudier ça pour être sûr que la banque de graines des espèces cibles n'est pas présente dans les premiers centimètres avant de faire un décapage. Et de manière générale, le pastoralisme est une action qui est tout aussi efficace et moins perturbante pour le milieu qu'un décapage, qui est une action qui peut être assez traumatique pour un milieu naturel. Donc, par exemple, toujours le site de Rockholt, hein, qui est le site avec Isoet cetacea que je vous avais montré tout à l'heure, où il y avait une étude de la banque de semences de cette espèce. On avait regardé le nombre, la fréquence des spores qui étaient présentes. Il y a eu donc on sait qu'on a des spores qui sont présentes sur le milieu. L'espèce pourrait se développer, mais on ne l'observe pas concrètement. Elle n'arrive pas à se développer. Donc, la principale hypothèse, c'est qu'on a trop de végétation, notamment de végétation vivace compétitrice, et aussi de végétation ligneuse qui empêche cette espèce de se développer. Et donc, l'idée, c'est d'éclaircir, finalement, de couper cette végétation et d'exporter le sédiment. Et ce qu'on observe, c'est que dans un certain nombre de mares, où il y a eu la fauche de la végétation et l'exportation de la matière organique, on a un développement qui est plus important, nettement plus important que dans les secteurs où il n'y a pas eu d'action. Donc, on a finalement restauré assez simplement les conditions favorables à cette espèce en limitant la compétition par la végétation. Un autre site, mais un exemple similaire, on a perdu les herbivores, donc on n'a plus d'herbivorie sur ce site, qui a entraîné une augmentation de la sédimentation et de l'accumulation de la litière, ce qui a entraîné une perte de la biodiversité, notamment des espèces cibles de ces marais temporaires. Donc une technique a été aussi ici la coupe et le décapage léger hein, de la matière organique. Donc, ce qu'on observe comme résultat dans cette mare qui est dans le sud-est de la France, c'est qu'on a entre 2001 et 2002, qui est la période sur laquelle il y a eu coupe de la végétation, on a sur les sites pour lesquels il n'y a rien eu, pas de différence dans le nombre d'espèces cibles. Le site où il y a eu de la coupe, on a un nombre d'espèces qui est significativement différent entre 2001 et 2002, donc avant et après la coupe de la végétation. Et pour le secteur qui a été décapé, en 2001, suite au décapage, il n'y avait aucune espèce. En 2002, les espèces sont réapparues, mais pas plus que dans le site contrôle. Donc,
c'est pas, voilà, comme je vous le disais, une opération qui est forcément très intéressante, en tout cas qui donne des résultats qui sont assez peu intéressants. Il y a aussi le problème des espèces exotiques envahissantes. Donc ici, on a un paspalum, c'est Paspalum dilatatum, qui est une espèce nord-américaine. Et tout à droite, on a un petit jonc, il me semble que c'est Joncus capitatus, qui est une espèce patrimoniale des caractéristiques des mares temporaires. Donc on a encore ici un exemple de coupe et d'export de cette espèce vivace, exotique envahissante, qui est Paspalum dilatatum. Et on a un échec du contrôle de cette espèce par Foch, tout simplement parce que c'est une espèce qui est vivace et qui va arriver très bien à rejeter. Donc là, on voit ici, par exemple, sur ces résultats, dans les premiers centimètres, on a beaucoup d'espèces de l'isoétion qui sont des espèces cibles. Et plus on diminue, plus on va en profondeur dans le sol, plus on a des graines d'espèces qui sont des espèces non cibles, donc des joncs vivaces qui sont des espèces indigènes, mais qui sont des espèces non cibles, et Paspalum dilatatum, qui est une espèce exotique envahissante. Euh, donc, on n'a pas vraiment de possibilité par coupe de ces espèces, ni par décapage, puisqu'on risque de perdre la banque de graines sur les horizons de surface. Un autre exemple, donc ça c'est la photo que je vous montrais tout à l'heure, Teucrium aristatum, une espèce endémique en Espagne et en France, avec une seule station en France. Euh, donc elle était présente, c'est une espèce qui est présente hein, dans une mare temporaire. Et il y a eu l'arrêt de l'herbivorie suite à la découverte de cette espèce pour protéger cette espèce qui était sur un site qui était très pâturé, peut-être surpâturé. Et suite à l'abandon de, de, du pastoralisme, on a aussi vu une forte réduction, voire quasiment une disparition de cette espèce. Euh, donc, l'idée, c'était que finalement, le pastoralisme était peut-être pas si problématique que ça, même favoriser cette espèce. Donc, il y a eu une étude expérimentale de réouverture, donc de réintroduction du pastoralisme avec un site contrôle. Donc, on voit à droite le site qui n'est pas pâturé et à gauche la mare qui est pâturée. La mare a été séparée en deux par une clôture, une partie pâturée, une partie non pâturée. Et le résultat est sans appel. La zone qui est pâturée accueille, suite au pastoralisme, des quantités d'espèces qui sont variables, certes, mais très importantes, donc plusieurs centaines d'individus, tandis que la zone dans laquelle il n'y a toujours pas eu de pastoralisme, on a quelques petits individus. Donc, on a clairement un effet favorable du pastoralisme sur cette espèce et sur cette mare. Donc, l'intégralité de la mare depuis 2001 maintenant a été réouverte au pastoralisme et on a des très bonnes populations de cette espèce. Alors, donc pour continuer dans la restauration des mares temporaires, ici restauration est marqué entre guillemets, on parle de restauration au sens strict quand on cherche à rejoindre un état de référence, mais la restauration, ça inclut beaucoup plus d'activités que ça. On a par exemple ce qu'on appelle de la réhabilitation, donc c'est-à-dire on essaie de retrouver plus simplement certaines fonctions, certaines composantes de l'écosystème. Il y a aussi la recréation, donc c'est-à-dire on crée une mare ou un marais qui sont pas exactement identiques à ce qui existait avant, peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas l'information de comment était le milieu avant. Euh, et donc ces activités-là rentrent dans la restauration, on va dire au sens large, mais ne sont pas de la restauration stricte parce qu'elles ne permettent pas, en tout cas elles ne visent pas à rejoindre l'état de référence. Voici quelques exemples de restauration passive, donc par pâturage et inondation. On est toujours en Camargue, dans le sud de la France, donc on a un certain nombre de casiers qui sont des casiers rizicoles, donc des parcelles, des parcelles agricoles pour le riz. Et il y a eu une expérimentation pour essayer de comprendre l'effet combiné de l'inondation et des périodes d'inondation avec le pâturage sur la végétation de ces milieux. Donc on est sur un milieu qui était un
un ancien marais temporaire, naturel encore dans les années 40, qui a été détruit pour l'agriculture dans les années 60. Donc, il y a eu des parcelles qui ont été inondées, des parcelles qui ne l'ont pas été. Et on observe que les parcelles inondées, elles, ont été sans pâturage, ont un certain nombre d'espèces qui est beaucoup plus importante que celles qui n'ont pas été inondées. En tout cas, qui ont un nombre très, très variable aussi d'espèces selon la durée de l'inondation. Et avec pastoralisme, on a un peu le même schéma, un nombre d'espèces qui est variable selon la durée d'inondation, mais qui est beaucoup plus importante, puisque le pastoralisme, comme je vous l'avais indiqué à travers les différents exemples qu'on a déjà vus, limite les espèces les plus compétitrices et donc permet à d'autres espèces de s'exprimer. On a aussi un exemple qui est assez intéressant sur les canards, notamment sur cette sarcelle. Quand on est sur des systèmes qui ne sont pas pâturés, qu'ils soient inondés ou pas, on a peu de fréquentation par cette sarcelle. Par contre, quand on est sur des secteurs, pâturés, on a des secteurs qui sont et pâturés et inondés, qui ont des effectifs de sarcelles qui sont très importants. Donc ça, c'est assez simplement dû au fait que ça permet d'avoir des surfaces d'eau libre et ça permet aussi de favoriser un certain nombre de végétaux aquatiques qui constituent l'essentiel de la ressource alimentaire de ce canard. Donc, c'est une bonne manière de favoriser aussi les oiseaux d'eau. Donc, c'est, comme je vous l'avais dit, une parcelle qui était naturelle dans les années 40-50, détruite dans les années 60, qui a suivi ces expérimentations dans les années 90 et qui aujourd'hui est des parcelles qui ne sont plus gérées selon les conditions de l'expérimentation, mais qui sont plutôt des parcelles qui sont laissées en libre évolution. On voit encore les traces, là, sur cette photo aérienne, de l'expérimentation qui a eu lieu. On voit par exemple là ces parcelles qui a une végétation qui est plus dense, qui est toujours bien marquée ici en comparaison avec d'autres parcelles. Mais on est sur un système aujourd'hui qui est totalement en libre évolution et qui est pâturé et qui a des durées d'inondation très variables, ce qui permet finalement de restaurer aussi une mosaïque paysagère et une diversité de conditions. Alors, autre exemple, qui est l'exemple du lac Prespa. Donc, le lac Prespa, c'est un lac immense qui est transfrontalier entre la Grèce, l'Albanie et la Macédoine. Et donc, on a étudié le petit lac de Prespa, le Mikri Prespa Lake. Et donc, on est dans un contexte ici où on a perdu de manière assez drastique des surfaces de prairies humides. Au détriment d'espèces d'oiseaux d'eau, mais aussi d'espèces de poissons qui se reproduisent dans ces zones de prairies qui sont temporairement inondées. Et donc, il a émergé un peu la nécessité ou le besoin de contrôler le développement voilà, de la roselière. C'est-à-dire qu'on a une roselière qui a un enjeu de conservation qui est très important, mais qui prend aussi de la place sur les prairies humides, qui, elles, sont des milieux qui sont assez différents et qui ont aussi un enjeu de conservation qui est fort. Et donc, il faut à la fois préserver la roselière, qui est une zone de nidification de nombreux oiseaux, et à la fois que cette roselière ne prenne pas totalement le pas sur ces prairies humides. Et on a une opportunité qui est l'existence d'une petite vache qui est adaptée à ces milieux. Donc, on voit là sur la photo et qui pourrait permettre par son action sur le roseau, de restaurer ces prairies humides. Donc, l'objectif ici, c'est de recréer ces prairies humides qui ont une forte valeur écologique. Donc, pour faire ça, par la construction d'une martelière entre le grand lac de Prespa et le petit lac de Prespa, qui permet aussi d'avoir une certaine maîtrise des niveaux d'eau, et par l'introduction du buffle d'eau, donc de cette vache qui est adaptée au milieu et qui aussi a un intérêt touristique pour ce secteur.
Et on voit que effectivement le buffle d'eau a un effet sur la végétation qui est assez fort et qui permet aussi d'avoir une certaine hétérogénéité, une certaine mosaïque de différents milieux qui est assez intéressant, notamment pour la reproduction des poissons. Et qui crée aussi des conditions diversifiées qui sont également intéressantes pour l'alimentation et la reproduction de différentes espèces d'oiseaux d'eau. Donc voilà, ça c'est une aperçu de ce lac. Et on voit qu'on a effectivement la préservation de toute cette grande bande de roselières qui est assez imposante et d'une ceinture ici qui est toujours existante de prairies humides, qui crée finalement une mosaïque paysagère de milieux très intéressante pour la faune et la flore qui existent et qui sont liées à ce lac. Alors, voici maintenant quelques exemples de restauration active. Alors, aussi une petite précision, là, la restauration passive, ici, elle est définie comme une restauration qui fait intervenir des moyens de gestion qui sont assez doux, on va dire, le pastoralisme, participer à la gestion des niveaux d'eau sur des systèmes qui sont déjà des systèmes gérés, déjà des systèmes cloisonnés. La restauration passive, ça peut être aussi d'avoir quasiment aucune influence sur la végétation. Donc ici, voici des exemples de restauration réellement actifs. On est encore une fois dans le delta du Rhône, en Camargue, dans le sud de la France. C'est un site qui s'appelle le Casser. Donc ce sont historiquement des zones de marais et des zones aussi de petits milieux dunaires liés à la divagation des bras du Rhône qui a creusé des marais et laissé des bourrelets de sédiments fluviatiles. C'est un espace qui a été utilisé par l'agriculture, sur lequel il y a eu de la riziculture, dans la culture du riz, et qui a été ensuite utilisé pendant assez longtemps comme prairie de fauche, donc comme production de fourrage. Et donc on a ici sur ce projet une approche assez scientifique que je propose de vous présenter. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur des anciennes parcelles rizicoles, donc sur des friches herbacées qui ont été construites par la destruction de marais temporaires au cours du XXe siècle. Donc l'objectif ici, la recréation de marais temporaires méditerranéens, donc de marais, comme je vous l'avais signifié, qui sont des marais qui sont en eau une partie d'année et à sec une autre partie, qui ont une riche biodiversité, autant pour la faune que pour la flore, et qui sont assez bien représentés en Camargue. Donc la première question, c'est est-ce que les espèces cibles sont présentes sur le site? Donc, il y a eu une étude de la banque de graines, on a collecté du sol, on a mis en germination ce sol-là, donc il contient la banque de graines à différentes profondeurs, et la réponse est assez simple, il n'y a pas d'espèces caractéristiques de mares temporaires, pas d'espèces cibles qui sont encore présentes dans le sol de cet espace, du fait probablement au long passé agricole du milieu. Ensuite, est-ce que les espèces cibles ou les graines d'espèces cibles peuvent venir toutes seules par l'eau ou par le vent? Sachant que c'est un site sur lequel il va y avoir du pompage, donc il y a eu étude des graines qui étaient transmises par les canaux d'irrigation qui vont mettre en eau le marais, et ensuite des petites plaques collantes ici qui permettent de récolter les graines qui arrivent directement par le vent. Donc la réponse ici aussi est assez simple. Il n'y a pas d'espèces cibles qui arrivent par ces deux moyens. Mais par contre, beaucoup d'autres graines d'espèces qui ne sont pas forcément des espèces désirées. Donc on a 23% des graines qui arrivent qui sont plutôt des mauvaises herbes qui sont liées à la culture du riz. 19% d'espèces qui sont des espèces rudérales nitrophiles, donc des espèces plutôt liées à des milieux qui sont perturbés, donc qui sont indésirables sur le site de restauration. Et ensuite des espèces hygrophiles qui sont qui peuvent exister de manière naturelle dans le milieu, mais qui ne sont pas des espèces réellement que l'on désire le plus, voilà, comme les rumex et comme même d'ailleurs certaines espèces exotiques envahissantes comme Aster scomatus. Donc ici, on n'a pas de banque de graines importante d'espèces cibles, donc on décide de faire de la restauration active, c'est-à-dire d'introduire une banque de graines des espèces désirées pour atteindre une communauté cible.
Donc ici, on considère que la restauration active est bel et bien nécessaire. Mais il y a cette troisième question. Est-ce que les conditions environnementales sont suffisantes, sont favorables pour le développement de ces espèces? Si on les introduit, est-ce qu'elles vont pouvoir se développer? Donc, est-ce que les conditions du sol sont suffisantes? Est-ce que la richesse, le niveau trophique du sol est favorable au développement de ces espèces? Et on voit ici que le sol de surface est beaucoup plus riche que le sol de profondeur et qu'on a, du fait du passé agricole du site, un niveau trophique qui est finalement très importante avec une quantité de nutriments, que ce soit carbone, azote, phosphore, matière organique, important en surface, mais qui est beaucoup moins important en profondeur. Donc ici, voilà, vous pouvez voir ce schéma que vous avez déjà vu, je pense, dans la partie théorique d'hier. Le décapage du sol ici est assez intéressant parce qu'il permet de limiter la banque de graines d'espèces qui sont indésirables. Il permet aussi de retrouver, d'éliminer la surface du sol qui est beaucoup trop riche liée au passé agricole pour les espèces cibles. Et donc, on va agir finalement ici sur la dispersion des espèces. Donc, il y a plusieurs filtres écologiques. Je crois que ça vous a déjà été présenté hier. On a un pool régional d'espèces avec une dispersion. On a ensuite un deuxième filtre qui est les conditions environnementales. Est-ce que les espèces vont pouvoir se développer? Et ensuite, les interactions biotiques. Est-ce que les espèces qui sont déjà présentes vont permettre le développement des espèces cibles? Donc ici, on va jouer plutôt sur la dispersion des espèces. Donc, maintenant, comment faire ça? La question est de dire comment réduire voilà, donc comment introduire ces espèces dans le nouveau marais. Donc il faut prendre des espèces dans les milieux de référence. Comment faire ça? À quelle profondeur? Et comment les transférer, comment introduire ces espèces. Donc, ce qui a été fait, c'est une approche expérimentale, c'est-à-dire qu'on a créé un certain nombre de mares qui sont des petites mares, des mésocosmes, qui sont uniquement dédiées à la réponse scientifique à ces questions. Donc, il y en a différentes mares qui ont été creusées, voilà, de 40 cm de profondeur, et qui sont mises en eau de manière artificielle. On a regardé le nombre de germinations totales selon la surface et on voit qu'on diminue la banque de graines progressivement et notamment dans la portion 40-60 cm. C'est là où on a le moins de graines, sachant que ces graines sont des espèces, comme on l'a vu, qui sont indésirables. C'est intéressant d'aller creuser un petit peu profond et pas de se limiter à décaper les 5 premiers centimètres puisqu'on a encore toujours beaucoup de banques de graines d'espèces indésirables à faible profondeur. Alors ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'on a identifié donc, des écosystèmes de référence dans lesquels il y a eu des inventaires floristiques qui ont été faits. Pendant la sec, les zones qui étaient les plus intéressantes avec le plus d'espèces de référence, on a collecté du sol. Donc, on a collecté le sol qui contient la banque de graines. Et ensuite, ce sol qui contient la banque de graines a été introduit dans ces mares expérimentales, dans ces mésocosmes. Et il y a aussi un certain nombre de mares, que vous voyez ici, dans lesquelles il n'y a pas eu d'introduction. Donc, on a un témoin pour bien différencier l'effet de l'introduction du sol de ne pas introduire ce sol. Dans les résultats, on a différentes espèces caractéristiques des mares temporaires en Camargue qui sont développées, donc comme Zanichellia peltata, Ranunculus peltatus ou Cara aspera, qui sont toutes des espèces aquatiques. Et on observe qu'on a, autant en termes de diversité, de richesse spécifique, je veux dire, de recouvrement et aussi d'indice de Bray-Curtis, qui est un indice de similarité, de dissimilarité des communautés, donc qui mesure finalement la proximité entre les communautés. On voit qu'on a les sites dans lesquels il y a du sol qui a été transféré, qui sont très proches des sites donneurs, donc des sites de référence, et qui sont assez différents des sites contrôle, dans lesquels il n'y a pas eu de transfert de sol. Donc, on a un vrai effet qui est important et qui a l'air ici satisfaisant
du transfert de sols qui contiennent la banque de graines des communautés visées. Donc finalement, on a introduit l'ensemble des communautés que l'on souhaitait voir se développer dans ces marais et on obtient un résultat qui est ici très, très satisfaisant. On a aussi un effet qui est intéressant sur les espèces indésirables, notamment les mauvaises herbes qui sont liées à la culture du riz. Et on a ces espèces qui sont présentes dans les mares témoins, mais qui ne sont pas présentes ni dans les systèmes de référence, qui sont des systèmes naturels, ni dans les secteurs où on a transféré du sol. Donc finalement, le transfert de sol permet le développement des espèces caractéristiques de ce milieu, des espèces cibles, mais empêche aussi, limite, on va dire, le développement des espèces indésirables. Donc les leçons de cette expérience, c'est que les espèces cibles ont été toutes transférées de milieux naturels vers ces mésocosses. C'est des opérations qui sont non destructives. Même si on prélève dans les milieux naturels, on prélève quelques mètres carrés dans des marais naturels qui font des hectares et des hectares et qui ont des stocks de graines qui est immense. Donc, on a un impact qui est totalement négligeable sur le milieu donneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à bien vérifier, de ne pas détruire ou de ne pas dégrader le site naturel, le site de référence, donc le site donneur ici, pour restaurer un nouveau site, ce qui est le cas. Et voilà, on a notamment par le prélèvement d'une faible quantité de sol, ce qui fait que le système est aussi assez facilement reproductible. Alors, on n'a pas du tout parlé de la zoochorie. C'est vrai qu'ici, on a introduit des graines, mais on a un vecteur dont on n'a pas parlé, c'est la faune, notamment la grande faune, les oiseaux et les mammifères, les grands mammifères, qui passent de mare en mare, et qui sont des vecteurs de transmission des graines assez importants, puisqu'en se déplaçant de mare en mare, ils prélèvent, ou du moins ils ont du sédiment et des graines qui sont attachées à leurs poils ou à leurs plumes et qui permettent d'introduire les espèces dans ces marais de manière totalement naturelle. C'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui est aussi très long. Et il y a ici un intérêt à ce que très rapidement le milieu soit colonisé par des espèces cibles, ce qui évite qu'il y ait de communautés indésirables qui s'installent et qui soient ensuite plus difficiles à est-ce que qui poserait peut-être un problème pour le développement et l'introduction après développement des communautés indésirables pour les espèces cibles. Donc une fois que ça a été fait, on est passé à une échelle grandeur nature, on va dire. On sort de la logique des mésocosmes et des petites mares expérimentales et on passe à la phase travaux. Et donc on a la création. Ici, on voit d'un marais qui fait plusieurs hectares dans l'ancienne friche agricole. Alors, pour faire ça, je vous avais parlé de la question de l'imperméabilité du sol. Donc ici, on a vérifié en faisant des carottages la présence d'une couche d'argile importante et la profondeur à laquelle cette couche d'argile était présente. Et donc, on voit qu'on a quasiment partout une couche d'argile qui est vraiment importante et qui permet une bonne imperméabilisation du substrat, une bonne imperméabilité du substrat. Et donc, on s'assure avec cette étude-là que l'eau qui va arriver dans le futur marais ne va pas s'infiltrer directement à cause d'une poche de sable, par exemple, qui ne permettrait pas de retenir l'eau. Il y a un design aussi qui a été fait de ce marais. Donc, il a été fait sur un système d'information géographique. Donc, les volumes, les contours ont été dessinés, ont été calculés. Et aussi, on a ici eu un peu le besoin de ne pas exporter de matériaux. Donc, tous les matériaux qui ont été creusés ont servi à faire des îlots, des digues, et ont participé au paysage du site. Donc, on n'a pas ni d'import ni d'export de matériaux, de sédiments. Voilà. Et donc, ici, on a un grand marais qui est constitué de différentes pièces d'eau, de différents chenaux, qui rappellent un peu les marais de Camargue qui sont créés historiquement par le déplacement du bras du Rhône. Donc, on a l'impression ici d'avoir des successions de méandres, de bras morts.
et de marées liées à l'activité historique du Rhône. D'un point de vue paysager, on a essayé d'inclure un peu la logique de création naturelle de ces marais dans le projet de restauration. Voilà, donc une photo là du site en construction. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de la planification de la restauration. Vous avez eu plusieurs exemples concrets d'actions de restauration qui ciblent des communautés ou qui ciblent des populations avec différentes techniques. Tout ce travail-là, il s'insère dans une logique un peu de planification. Il y a un certain nombre de questions à se poser quand on démarre un projet de restauration que je vais ici vous présenter un peu rapidement. Donc voici le process finalement d'un projet de restauration. Il y a une première phase qui est la planification de la restauration. Donc finalement, prévoir vraiment ce qu'on va faire de manière très schématique. Hein. Ensuite, la réalisation du projet. Ensuite, son évaluation. Et éventuellement, suite au résultat de cette évaluation, l'adaptation de la gestion qui va pouvoir nous faire revenir à des phases soit de planification, soit à refaire des travaux, soit qui va jouer sur les paramètres qu'on va essayer de suivre, qui n'étaient peut-être pas très adaptés au début. Et ensuite, on a les phases de vulgarisation, on va dire, de communication autour des résultats pour pouvoir faire partager un peu les expériences des uns et des autres sur ces projets. Donc, pour une approche scientifique, on a au moins besoin d'analyser, de justifier les besoins de la restauration, hein, puisqu'on n'a pas toujours besoin de restaurer des sites. Il y a des secteurs qui peuvent très bien être parfaitement résilients et se restaurer tout seuls. Il y a aussi des systèmes qui ont été détruits et qui prennent une nouvelle trajectoire, qui deviennent un autre écosystème, pas celui qui a été détruit, mais qui est un écosystème qui peut lui aussi avoir un intérêt écologique. Et donc, il faut bien peser ce qu'on risque de détruire par rapport à ce qu'on essaye de reconstruire. Par exemple, dans le cas du Casser que je viens de vous présenter, on était sur un milieu qui n'avait pas d'intérêt écologique fort. On était sur des friches agricoles. Et donc, on a essayé de recréer un milieu qui avait une valeur écologique et qui abritait des espèces rares, menacées et protégées. Donc, on n'a pas détruit quelque chose qui était un vrai milieu naturel, qui avait un intérêt particulier. On a détruit un milieu qui était un milieu très banal et peu intéressant sur le plan de la biodiversité. Donc ici, on justifie bien le besoin de la restauration. Aussi, ce qui justifie dans notre cas le besoin de la restauration, c'est que les marais en Camargue ont été très largement détruits et donc on recrée finalement un milieu qui a été lourdement impacté dans notre zone biogéographique. Ensuite, il faut avoir une approche stratégique pour bien mener à terme ce projet. Hein. On peut avoir un projet idéal, mais après, il faut pouvoir le réaliser en prenant en compte les différents acteurs, les problèmes aussi de budget, de réalisation technique. Donc, il faut avoir une approche un peu stratégique de ces actions de restauration. Il faut décrire, évidemment, le site qui va être restauré. Et il faut il faut expliquer il faut décrire de manière très explicite les buts et les objectifs qui sont très détaillés du projet, notamment décrire de manière assez précise l'écosystème et les espèces que l'on souhaite voir se développer. Donc, pour ça, il faut identifier et décrire une référence. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit au tout début, une référence qui est historique. Comment était le site avant? Quelles espèces étaient présentes? Est-ce que ce site était variable ou pas? Est-ce qu'il était quelles espèces on pouvait avoir, quelles années, en fonction de quelles conditions? Si c'est des informations qui ne sont pas disponibles, on peut aussi utiliser un site de référence contemporain qui finalement va être un site témoin qui va permettre également le suivi et l'évaluation du projet de restauration. Et donc, après, évidemment, une description très fine du projet de restauration et de ses fondations scientifiques. Donc, sur quel savoir scientifique est-ce qu'on base la restauration écologique et quel est aussi le savoir que l'on va produire grâce à cette restauration écologique pour faire avancer l'écologie de la restauration. Donc, nous, par exemple, on s'était placé du point de vue
des filtres qui déterminent l'agencement des communautés, donc les filtres de dispersion, de conditions biotiques, de conditions abiotiques, qui, à partir d'un pool d'espèces régionales, va permettre le développement d'une communauté à un endroit donné. Et donc là, on a travaillé spécifiquement sur l'introduction des espèces et donc le filtre de la dispersion. Voilà. Et il faut aussi bien considérer que la restauration, même si elle se fait sur des parcelles bien délimitées, prend place dans un contexte paysager qui est important et qui va avoir des effets très importants potentiellement sur la, sur la restauration, sur le succès de la restauration écologique du site. Oui, aussi, il y a souvent des acteurs et des usages des parcelles dont il faut évidemment tenir compte et inclure les différents usagers et les différents acteurs dans les programmes de restauration dès le début, dès leur conception, et en général quelque chose qui est assez important, voire complètement nécessaire pour avoir une restauration fructueuse. Alors, pour poursuivre, voilà, donc de manière un peu plus pragmatique, il faut aussi prévoir des budgets chiffrer le projet, avoir un planning un peu précis, les dates à laquelle les travaux peuvent être réalisés. Par exemple, il y a des travaux qui ne peuvent pas être réalisés au printemps du fait de la nidification de certains oiseaux ou de la reproduction d'amphibiens ou de reptiles. Donc, on a aussi un certain nombre de contraintes liées au respect des cycles biologiques des espèces qui sont déjà présentes là et aussi des questions réglementaires qu'il faut bien prendre en compte. Avant de commencer la restauration aussi, connaître l'état initial du site est quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir le suivre. Donc, il faut comparer un avant et un après restauration. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir montrer ce qu'on a apporté ou pas en faisant de la restauration écologique. Et donc, il faut bien prévoir les protocoles de suivi en amont, avant les travaux même de restauration écologique. Voilà, et donc pour vous rappeler aussi que la restauration, c'est un processus qui est adaptatif et qui est aussi itératif, c'est-à-dire que on a une remise en question perpétuelle au cours des suivis des activités qui ont été faites. Il faut évaluer le travail et il faut aussi pouvoir avoir un cadre qui est un petit peu souple, c'est-à-dire pouvoir revenir sur les actions de gestion qui ont été faites et éventuellement les changer pour corriger les erreurs ou les imperfections qui ont pu être faites. Il y a évidemment aussi une stratégie à long terme à avoir pour ces milieux, pour qu'un milieu qui est restauré, la restauration, c'est des activités qui demandent un lourd travail, qui demandent aussi parfois un budget conséquent. Et donc, c'est important de s'assurer que les sites qui sont restaurés ne peuvent pas être détruits plus tard, ce qui anéantirait complètement les efforts de restauration. Pour le suivi, c'est important d'avoir aussi un site contrôle, donc un site qui n'est pas restauré, qui va être plutôt un site qui va nous permettre de comparer l'évolution de la situation du site restauré vis-à-vis du site contrôle. Donc un site contrôle, il peut être de deux types. Ça peut être un contrôle positif, donc c'est-à-dire un site de référence en fait, que l'on va suivre de la même manière que le site restauré pour voir si le site restauré converge vers la situation de référence, ou un contrôle négatif, c'est-à-dire un site qui est dégradé, qui a été détruit, pour voir si le site de référence, si le site restauré, pardon, si le site restauré s'éloigne bien de la situation dégradée. Voilà, donc une vision stratégique du projet, c'est prendre en compte aussi les aspects techniques et les aspects socio-économiques, puisque la restauration peut avoir et a souvent des impacts socio-économiques. Donc il faut avoir une vision un peu globale de ce qu'est la restauration écologique et d'analyser de manière stratégique toutes les conséquences futures, favorables ou pas, de l'implantation d'un projet de restauration et notamment l'influence que ce projet peut avoir vis-à-vis des populations et des usagers locaux. Donc il y a aussi
toujours la question de ces acteurs qui vont bénéficier ou pas des changements de gestion et des changements issus de la restauration. C'est vrai que les opposants sont parfois plus visibles que les gens qui ont un bénéfice, mais il faut essayer de bien prendre les deux, et c'est pour ça que c'est important d'impliquer la population dès le début de ces projets de restauration. Voilà, donc la planification de la restauration de manière un peu plus détaillée, hein, pour conclure. Il faut donc justifier le besoin ou l'opportunité de restaurer un milieu, définir les objectifs généraux, ce qu'on souhaite faire lors de cette restauration, identifier bien les contraintes des opportunités, notamment en termes de budget, de contraintes techniques, de contraintes humaines pour réaliser ce projet. Il faut réaliser une évaluation du site avant la restauration, donc un état zéro avant restauration. Donc ça nous permet aussi de réaliser tous les dossiers administratifs et réglementaires, puisque les dossiers de restauration, les travaux de restauration, s'ils sont importants, peuvent être soumis à différentes réglementations. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi que le projet peut être vu et travaillé avec la population et les usagers afin de éventuellement le rectifier et de développer des objectifs plus précis cette fois et un plan de travail détaillé. Voilà. Et qui permettra ensuite de réaliser la restauration elle-même. Le suivi et l'évaluation de ce travail suite à la réalisation de la restauration, va permettre ensuite de revenir et de réévaluer les objectifs. Est-ce que les objectifs sont atteints, mais est-ce qu'ils sont pertinents aussi? Est-ce qu'il faut les revoir au vu des premiers résultats, et qui va nous permettre donc de reboucler et d'avoir un processus plus itératif et d'être constamment dans une logique de gestion adaptative des milieux restaurés. Et c'est aussi l'occasion de revenir vers la population et de les inclure dans ce processus itératif. Voilà, donc pour finir, je vais vous présenter rapidement un peu les suivis et l'évaluation des projets de restauration. Donc on a des buts et des objectifs. Est-ce que les buts ont été atteints? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Alors, les buts, ce sont les buts généraux. Par exemple, restaurer un marais temporaire. Les objectifs, ça peut être restaurer le développement d'une communauté avec telle et telle espèce, un fonctionnement hydrologique où la mise en eau se fait en telle année, à telle date, et ça sèche à telle date. Donc, quelque chose qui est finalement beaucoup plus précis et détaillé et très concret, et qui est évaluable par des mesures de suivi direct. Voilà, donc est-ce que le résultat est durable et le système résilient? Est-ce que des actions de correction sont nécessaires? Donc, finalement, c'est ce que je vous disais, revoir ses objectifs et recorriger la gestion du site éventuellement. Donc, ces buts, ces objectifs, ils doivent être décrits de manière très claire, et surtout, on doit prévoir la manière dont on évalue ces objectifs. Donc, on doit prévoir, quand on définit les objectifs, les variables environnementales et biologiques et les critères d'évaluation, les critères du succès de la restauration qui vont permettre son évaluation. Donc pour ça, voilà, je vous dis, il y a un certain nombre de mesures à faire qui peuvent permettre de mesurer le succès, la résilience du milieu et l'effet de la restauration, notamment pour différencier. Ce qui est assez important, c'est de différencier l'effet des travaux de la restauration, de la restauration active finalement, par rapport aux autres variables environnementales sur lesquelles on n'a pas la main mise. Par exemple, le climat peut avoir une influence forte sur le succès de la restauration, mais c'est une variable qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il faut essayer de discriminer au mieux ces variables environnementales qu'on ne maîtrise pas
des opérations de gestion et de restauration que l'on a réalisées pour savoir si c'est nos opérations qui sont problématiques ou qui sont source de succès en comparaison avec les autres variables environnementales et adapter le projet si nécessaire. Donc, les stratégies de suivi, elles peuvent être faites par comparaison directe, c'est-à-dire comparaison des paramètres entre systèmes restaurés, systèmes de référence et contrôle. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être plus ou moins pertinents, donc paramètres biotiques, abiotiques, de structure, de fonctionnement. Ensuite, on peut aussi utiliser des attributs. Donc, il y a des listes d'attributs qui existent, qu'on peut définir au début du projet. Donc, par exemple, la Société d'écologie de la restauration a défini un certain nombre d'attributs clés qui permettent a posteriori aussi d'évaluer la comparaison, d'évaluer la restauration d'un site. Et je pense que ce qui est quelque chose qui est peut-être le plus important, c'est d'analyser finalement la trajectoire. Donc, c'est-à-dire de replacer la restauration dans un contexte temporel et d'évaluer les tendances, les évolutions du milieu en comparaison aux évolutions des milieux de référence ou des milieux contrôle. Est-ce qu'on a un écosystème qui se déplace et qui se rapproche d'un écosystème de référence ou pas? Et ça, finalement, la dynamique de ces milieux, elle est assez importante puisqu'on est sur des temps d'évaluation qui sont assez longs, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Et donc, savoir si on a une dynamique qui est positive, c'est très important parce qu'on a rarement, au bout de 5-10 ans, un milieu qui est restauré de manière satisfaisante. Voilà, donc il faut se poser la question des variables qui nous permettent d'indiquer le succès de la restauration et de la manière dont on va les mesurer. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire que ça existe. Il y a vous avez parlé de la Société d'écologie de la restauration. Donc elle a ici créé des critères à partir d'étoiles qui permet d'évaluer de manière un peu qualitative, on va dire, le succès de la restauration. Alors je ne vais pas vous le lire en détail, mais sachez que ça existe, qu'il y a des outils à destination des gestionnaires qui permettent d'appréhender déjà le succès de la restauration. Et je vous remercie pour vos questions, pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, en ligne en tout cas. Donc, je ne sais pas s'il y a des participants qui souhaitent poser des questions. Et voilà, vous avez l'opportunité sur le petit bouton en bas pour poser des questions. Bonjour. Alors, on va reprendre avec la visite de site, mais avant, on a juste une question sur le rôle des eaux usées qui se déversent directement dans les zones humides. Donc, c'est effectivement un gros problème qui existe. On peut avoir de la pollution liée à des eaux usées dans le bassin versant qui soit sont rejetées directement dans les zones humides, soit qui sont rejetées dans des cours d'eau du bassin versant et qui finissent dans des zones humides. Un des gros problèmes de ces systèmes de mares et de marais, c'est que ce sont des cuvettes. Donc, c'est-à-dire ce sont des points bas au sein d'un bassin versant et ce sont des zones qui fonctionnent en vase clos. Donc, à chaque fois qu'il y a des éléments qui sont introduits dans ces milieux, ils peuvent pas partir, on n'a pas de circulation d'eau, on a une accumulation finalement qui est constante des éléments chimiques. Et c'est généralement ce genre de situation qui conduit à des situations d'eutrophisation qui peuvent être graves et qui peuvent complètement détruire le milieu. Alors, pas forcément de manière irréversible, parce que si des eaux usées arrêtent de se déverser dans un milieu, il a une certaine résilience. La sec aussi des marais temporaires permet de minéraliser la matière organique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une matière organique qui est sous forme organique et qui est directement disponible par un certain nombre
de végétaux, notamment les algues et les algues filamenteuses, qui vont devenir très abondantes dans ces milieux qui sont enrichis par de la matière organique. La sec permet de minéraliser cette matière organique et donc diminue le niveau trophique de ces marais. Donc, arrêter l'arrivée d'eau usée, c'est évidemment la première des choses à faire, hein, puisque c'est un très fort facteur de dégradation des zones humides. Et ensuite, la sec de ces mares et marais temporaires, qui est un peu l'exemple ici qu'on présentait, peut permettre de revenir tout seul à un état écologique favorable. Voilà. Alors après, de manière plus générale, en dehors des questions vraiment de marais temporaires, c'est vrai que un certain nombre de zones humides sont présentées comme des zones d'épuration naturelle des eaux usées. Donc, ils rendent ce service écosystémique-là. Donc, c'est vrai. Pour autant, toutes les zones humides ne sont pas vulnérables de la même manière à ce genre d'apport. Il faut différencier les différentes pollutions qui peuvent être liées aux eaux usées. Il y a des pollutions dites organiques, donc simplement avec des éléments du carbone, de l'azote, du phosphore, qui vont enrichir le milieu. Si c'est un milieu qui est naturellement riche, comme certaines roselières, c'est peut-être pas très grave. Si c'est un milieu aussi de transition, une zone humide qui fait la transition entre ces eaux usées avant qu'elles se déversent dans la mer. Donc pour certains systèmes lagunaires, les systèmes lagunaires ont la capacité d'accueillir un certain nombre de ces eaux usées, mais pas en trop grande quantité. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième, c'est la question des pollutions chimiques. Et pas uniquement organiques. Donc, par exemple, avec les détergents qui peuvent avoir, qui ont une durée de vie dans les milieux naturels qui est très importante et qui vont impacter et dégrader durablement pendant des décennies, voire des siècles, les organismes vivants. Et là, on est sur des pollutions clairement que aucun milieu ne peut soutenir. Voilà. Donc, on peut avoir l'usage de certaines zones humides plus ou moins naturel pour l'épuration naturelle des eaux, mais les milieux naturels ont une certaine capacité d'accueil de ces intrants-là. Il faut évidemment respecter cette capacité d'accueil et il faut savoir que la capacité d'accueil est à peu près inexistante pour les milieux qui sont en vase clos, les milieux de cuvette, qui ne sont pas vers lesquels ensuite l'eau ne circule pas et l'eau n'est pas évacuée vers un autre milieu. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. OK. On passe donc à la suite. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez toujours en reposer. On pourra répondre aux questions en fin de matinée. Hein, c'est pas un problème. Mais donc, je vous propose maintenant de faire la visite virtuelle d'un site de création de mares temporaires. Voilà, donc je vous rappelle pas les consignes hein, que vous avez déjà suivies en tout début de session. Voilà, donc les mares temporaires méditerranéennes en Camargue. Donc on en a un petit peu parlé, mais c'est un milieu qui est très variable, qui est variable dans le temps, qui est variable dans l'espace. Alors dans le temps, il y a une variabilité saisonnière qui est forte. On a un milieu qui est très différent du printemps où il est en eau, de l'été où il est à sec, mais selon les années, on a des précipitations qui sont différentes et on peut avoir des milieux qui sont plus ou moins inondés ou plus ou moins secs. Et ça va avoir une influence très forte sur la végétation et sur la faune aussi qui est dépendante de ces milieux. Les mares temporaires en Camargue ont un processus de création qui est à l'origine parfaitement naturel. Hein. Ce sont en fait des bras morts du Rhône, qui est le fleuve qui parcourt la Camargue. Donc, quand un des bras morts du Rhône, un des bras du Rhône se déconnecte, devient un bras mort, il se déconnecte progressivement jusqu'à aboutir à la création de petits points d'eau qui sont complètement déconnectés du Rhône lui-même et qui se mettent en eau finalement uniquement par les précipitations. C'est un milieu qui a suivi de lourdes destructions. Donc, entre 1942 et 1984, on a 67%. On passe de 67% de milieux naturels à 39% de milieux naturels. Donc, ça, c'est une destruction qui est liée en particulier à l'agriculture, à la production de sel et au développement de l'industrie, et qui a occasionné la perte de 40 000 hectares de milieux naturels, dont 33 000 sont des zones humides en Camargue.
Et un des milieux naturels qui a le plus souffert de cette destruction directe, ce sont les mares temporaires méditerranéennes, qui sont des petits espaces qui sont présents dans des milieux assez peu salés et qui ont été largement utilisés par l'agriculture et qui ont diminué de environ 60% sur cette période. Un autre impact important, c'est la gestion de l'eau. Elle concerne beaucoup de mares et marais qui sont mises en eau en été. Alors l'été, c'est la période de sécheresse sous climat méditerranéen, donc c'est la période pendant laquelle la mare est normalement à sec. Il y a un certain nombre d'organismes qui sont complètement dépendants de cet à sec estival, qui sont adaptés à cette situation très particulière. Et la chasse, donc qui remet en eau les marais en été pour attirer les oiseaux d'eau dès l'ouverture de la chasse, vont à l'encontre de ce régime naturel, mais il y a aussi le tourisme et dans une moindre mesure des politiques de conservation des oiseaux qui mettent en eau des marais à l'été pour favoriser les oiseaux d'eau, et ce qui va au détriment complet de la faune et de la flore vraiment caractéristiques de ces marais. Et donc, je vous propose, donc suite à ces enjeux de conservation qui sont forts, mais aussi à ces fortes atteintes qui ont été réalisées en Camargue, il y a eu un projet des créations, on va dire de recréation plutôt même, de mares temporaires dans des secteurs qui sont des anciennes friches agricoles. Donc, je vous laisse réaliser la petite opération audio et je vous propose dans quelques secondes de passer à la première vidéo, qui est une vidéo de présentation de ce projet et qui est proposée par Leïla, qui travaille au marais du Viguera. Alors on est au marais du Viguera, c'est une réserve naturelle en Camargue. C'est une propriété du Conservatoire du Littoral, donc ça a un double statut de protection. En fait, c'est un statut de protection foncière et un statut de protection réglementaire. Sachant que le statut de réserve naturelle nationale, c'est un des plus forts statuts de protection en France. Et c'est un lieu qui est géré par une association qui s'appelle les Amis des Marais du Viguera, qui a comme mission principale la conservation du patrimoine naturel et qui peut mettre en place des projets de restauration pour des milieux naturels dégradés ou disparus. Et c'est l'objet de ce que j'ai derrière moi, donc, qui est une mare temporaire méditerranéenne mais artificielle, qui a été créée dans le cadre d'un programme qu'on a coordonné entre 2013 et 2017 dans le cadre d'une politique publique qui s'appelait la Stratégie nationale pour la biodiversité. Dans ce cadre-là, l'État a passé un appel à projet auquel on a répondu, avec un ensemble de partenaires techniques. Bon, donc c'est un gros projet, en fait. Là, il y a une mare derrière moi, mais il y en a une douzaine en réalité, avec un financement principal de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et puis des participations financières d'autres partenaires financiers. Pour nous, l'intérêt, c'était de regrouper des partenaires techniques divers pour avoir un programme complet sur la question des mares temporaires méditerranéennes qui ont été dégradées, voire qui ont carrément disparu, en général à cause des activités agricoles dont l'objectif est d'avoir des milieux bien propres, hein, c'est le terme qui est utilisé, mais net, voilà, tout est nivelé, etc. Et nous, dans les espaces naturels, on essaye de retrouver un semblant de naturel, parce qu'ici on est sur un lieu qui, même s'il est classé réserve naturelle nationale, a encore vraiment les stigmates de son passé agricole. Là on est sur d'anciennes friches rizicoles, donc avec, ça se voit peut-être pas bien comme ça à l'œil nu, mais des digues bien droites, des angles droits, enfin voilà, ce qui est pas quelque chose de complètement naturel. La coordination technique générale, c'était assurée par nous, le gestionnaire du site. Le volet scientifique était assuré par la Tour du Valat et l'IMBE, qui est un laboratoire de recherche du CNRS qui est spécialisé en écologie méditerranéenne. On avait un partenaire spécialisé sur l'éducation à l'environnement, donc qui est le CPIE Rhône Pays d'Arles, c'est une association d'éducation à l'environnement. Un laboratoire de recherche et d'études en sciences humaines qui s'appelle Ressources, qui travaillait sur le volet sociologie, ethnologie. Et puis on avait des partenaires techniques qui ont rejoint le projet parce qu'ils ont reçu des mares eux aussi. Donc il y a le Grand Port Maritime de Marseille qui a la gestion d'un très grand domaine en périphérie de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Le Parc naturel de Camargue, qui lui aussi est gestionnaire de terrain, et le Conservatoire du Littoral, parce qu'il est propriétaire de la majorité des sites sur lesquels les mares ont été créées.
Voilà. Donc on a essayé, on essaye nous en général de regrouper différentes disciplines, ça rend le projet assez riche et puis ça permet aussi de l'exporter. C'est-à-dire que c'est chouette d'avoir fait ça pour la réserve, mais c'est aussi chouette de pouvoir faire bénéficier d'autres, allant des scolaires jusqu'à des étudiants et peut-être même des professionnels dans le cadre de formation. Une fois que les financements ont été trouvés, on a travaillé avec la Tour du Valat sur les lieux où on pouvait réinstaller des mares, donc qui sont des lieux où on a supposé que dans le passé, lorsque le Rhône était en capacité de divaguer, on avait certainement des petites dépressions qui se remplissaient naturellement par les pluies. Et donc une fois qu'on a déterminé ces lieux-là, on a déterminé avec la Tour du Valat des profils de mares qui correspondent à des formes alors, qui restent artificielles évidemment, mais qui pouvaient apporter aux espèces qu'on visait dans la recolonisation des mares, qui pouvaient apporter les conditions, on va dire, idéales. Alors ça reste de la supposition, malgré tout, basée sur des connaissances scientifiques. Donc on a fait des travaux à la pelle mécanique. Ça peut se faire manuellement, mais sur 12 mares avec des étendues assez importantes, on a utilisé des moyens mécaniques. Et ensuite, la Tour du Valat a réalisé des suivis scientifiques, donc de recolonisation naturelle. Alors il n'y a eu aucun renfort, ni apport de graines, ni apport de sol. Là, c'est vraiment de la recolonisation naturelle. On a eu 2-3 ans de suivi selon les mares. Et aujourd'hui, on a plus de 10 ans de recul, mais avec des suivis qui ont été interrompus. Donc malheureusement, parce que quand on répond à ce genre d'appel à projet, on a un financement fixe sur 5 ans. Là, c'était 5 ans. Et donc ça ne nous permet pas d'avoir des suivis sur du long terme, ce qui est dommage parce que sur ces milieux-là, on a besoin d'avoir vraiment du recul pour laisser le temps au milieu de cicatriser. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est un peu regrettable et auquel il faut penser quand on se lance dans ce genre de projet. Voilà, donc c'est plutôt joli, on est content, mais en fait, est-ce qu'on a bien les plantes typiques des mares temporaires méditerranéennes ou pas? Ça, on n'est pas franchement capable de le savoir si on n'a pas des spécialistes de la question qui arrivent à venir sur les mares. Selon la Tour du Valat, il faut à peu près 30 ans pour savoir si le milieu retrouve des caractéristiques d'une mare naturelle. Donc 30 ans, on n'y est quand même pas, c'est long. Et pour un financeur, 30 ans, c'est un délai qui est quand même hyper compliqué à envisager. Donc moi, j'alerte quand même là-dessus. C'est que creuser des trous, c'est bien, mais il faut quand même s'assurer de ce qu'on a fait après derrière. Sur le volet pédagogique, on a eu 2 types d'actions. Vraiment une action de rendre une mare accessible au public. Celle qu'on voit ici est sur la réserve naturelle nationale. Le public qui est accompagné peut l'apercevoir, mais il ne va pas s'en approcher. Par contre, on a une mare sur le site qui est équipée de pontons sur lequel le grand public, les familles par exemple qui visitent le site, vont pouvoir circuler librement et vont pouvoir accéder au cœur de la mare. En fait, on a créé des pontons qui s'avancent dans l'eau de manière à ce que, au fur et à mesure où la mare va sécher, les gens puissent s'approcher vraiment au cœur du système en quelque sorte et l'observer le plus proche possible. Sauf qu'une mare temporaire méditerranéenne, quand elle sèche, il nous faut quand même un peu des indications parce que ça ne s'invente pas, le fait que ce soit un milieu riche, avec des formes de résistance, etc. Donc on a créé avec le CPE Rhône Pays d'Arles et un dessinateur local qui s'appelle Cyril Girard, un livret pédagogique dans lequel on a essayé de traduire de façon plutôt drôle, des informations scientifiques sûres. Voilà. Et puis il y a aussi des animations vraiment qui sont menées, en particulier par le CPE Rhône Pays d'Arles qui était partenaire du projet, et qui en plus de ça a créé un outil de ressources dans lequel il y a toute une bibliographie et puis des éléments clés qui permettent à des instituteurs des professeurs de différents niveaux ou des animateurs environnement de construire une animation d'éducation à l'environnement et de sensibilisation à la question des mares temporaires méditerranéennes. C'est un sujet sur lequel on n'a pas un énorme retour aujourd'hui parce que la construction d'un sentier ça prend du temps, mais les animations ont lieu et visiblement ça fonctionne plutôt bien. Très bien, donc merci à Leïla Debès d'avoir fait cette présentation sur site de ce projet. Donc le but de ce projet est donc bien de créer des mares temporaires méditerranéennes avec un fonctionnement hydrologique naturel, donc il n'y a pas d'apport d'eau, qui prend place sur des anciennes zones agricoles. C'est aussi la création d'un habitat favorable à une espèce en particulier, qui est l'Estes macrostigma, qui est
une espèce de libellule qui est dépendante de ce type de milieu et qui a des enjeux de conservation très importants. Et donc, c'est aussi, de manière générale, la création de conditions favorables pour l'établissement des communautés animales ou végétales ciblées. Donc, je vous remets ce schéma que vous commencez à bien connaître. Ici, on n'a pas du tout joué sur le cas de la dispersion des graines, contrairement au site du Casser que je vous ai présenté ce matin, où il y a eu une introduction des espèces. Ici, on a voulu uniquement jouer sur la restauration de conditions environnementales favorables pour l'expression de ces espèces sans les apporter. Et on n'a pas non plus ou très peu joué sur les interactions entre les plantes. Alors, il y a du pastoralisme qui limite un peu la compétition des espèces les plus abondantes, mais pas de manière très importante. Il n'y a pas un interventionnisme très important là-dessus. Donc, les différents sites dont vous parlez, les Ladebesse, sont représentés sur cette carte. Donc, c'est des sites sur lesquels les mares ont été créés. Donc, nous, on s'intéresse plutôt à ce site qui est entouré en rouge, qui est le site du Viguera, où a été tournée la vidéo que vous venez de visionner. Donc, par exemple, cette image que vous avez déjà vue tout à l'heure, c'est donc un ancien marais qui a été transformé par l'agriculture, sur lequel il y a eu des expérimentations de restauration écologique en fonction de quelle quantité d'eau, inondée, pas inondée, pâturée, non pâturée, et son influence sur la végétation et aussi sur les oiseaux d'eau. C'est dans ce site qu'a été créé un certain nombre de mares que vous avez pu voir sur la vidéo. On voit qu'aujourd'hui, c'est un espace qui est laissé plutôt en libre évolution et qui permet d'accueillir ces mares. C'est aussi un site qui est très cloisonné. On voit qu'on a encore dans le paysage toutes les petites digues et les petits canaux qui sont en fait finalement autant de bassins versants qui vont collecter l'eau des précipitations. Et c'est dans ces casiers qu'ont été créés un certain nombre de mares. Il y a des études préliminaires qui ont été faites pour créer ces mares. La mare, elle doit collecter uniquement l'eau de pluie et doit être aussi sec pendant une partie de l'année. Donc ça nécessite qu'il y ait une certaine imperméabilité du substrat. Donc, comme pour le Casser, il y a eu des sondages pédologiques qui ont été réalisés et qui ont permis d'évaluer la texture du sol à différentes profondeurs et donc de s'assurer qu'il y a une couche d'argile qui rend le site imperméable et que l'eau ne va pas s'infiltrer. Il y a un autre aspect aussi qui a été vérifié, c'est que la nappe d'eau, notamment la nappe d'eau salée, qui existe en profondeur et qui est présente également en été, ne soit pas percée. C'est-à-dire que l'eau de la nappe ne puisse pas s'infiltrer en été dans les mares qui sont créées. Si les mares sont creusées de manière trop profonde, la nappe va les mettre en eau en été. Donc finalement, elles vont être en eau toute l'année, ce qui nous donne une profondeur maximale de creusement possible pour la création de ces marais. Donc vous pouvez voir un peu là des résultats des études préliminaires qui ont été faites, où le bassin versant a été dimensionné et la mare a été créée artificiellement. Elle a été dimensionnée avec des courbes de niveau et le volume de cette mare a été calculé en fonction du bassin versant qui a été délimité et des précipitations qui sont connues sous climat localement. Donc on peut comme ça modéliser les niveaux d'eau théoriques qu'il devrait y avoir dans la mare chaque année en fonction des précipitations de ces années. Ensuite, il y a eu la réalisation, donc ces mares ont été creusées. Et enfin, il y a eu un suivi qui a été fait de l'hydrologie. Donc, on voit que l'hydrologie, finalement, est un peu supérieure à ce qui avait été projeté, mais qu'on a bien, quasiment chaque année, un assec l'été, un assec plus ou moins important, ou plus ou moins ponctuel selon les conditions d'inondation et d'évaporation. Voilà. Donc, on respecte plutôt bien nos conditions, même si on n'est pas exactement dans ce qui était prévu. Ensuite, on a réalisé aussi de manière préliminaire au suivi une étude de la banque de graines. Donc, on peut voir ici des résultats de la banque de graines dès le creusement de la mare, donc dans le sol, une fois que le sol a été décaissé. Et on a majoritairement des espèces de présalés de sansouir, voire des espèces de rizières qui sont témoins de l'ancienne activité agricole du site, et très peu d'espèces de mares temporaires.
Donc, on aurait pu se dire qu'il fallait y introduire des espèces, puisque les espèces, c'est des espèces finalement non désirées ou pas réellement les espèces cibles. C'est pas ce qu'on a fait. On a laissé le milieu se développer tout seul et les espèces arriver par vecteur naturel. Et ici, le vecteur naturel, c'est la grande faune. Donc, on a expérimenté ça dans un premier temps pour vérifier s'il y avait ou pas de la dispersion par la faune. Et donc, je vais vous présenter ici, via encore une visite virtuelle de terrain, cette année après la création de la mare, une petite visite sur la végétation de cette mare. Donc, je vous laisse encore réaliser la manipulation audio et je lance la vidéo. On est ici au Marais du Viguera, on est devant une mare qui s'appelle la mare du Clos des Vaches, qui est une mare qui a été créée artificiellement en 2014. Et c'est une mare qui a été créée dans une ancienne parcelle risicole, donc une friche agricole. Donc c'est un terrain qui historiquement était entièrement plat, qui a été aplani pour les besoins de l'agriculture, et dans lequel on a recréé, on va dire, de l'hétérogénéité topographique qui permet une accumulation d'eau dans une partie basse, qui est devenue une mare temporaire. Donc c'est une mare qui est en eau une partie de l'année et que ça sèche l'été. Donc je vous propose d'aller voir un peu quel type de végétation se développe aujourd'hui, donc 8 ans après sa création, dans la mare. Voilà, donc on a par exemple cette plante qui fait des petites fleurs blanches qu'on voit un peu partout là à la surface de l'eau. Donc c'est une renoncule aquatique, une plante qui est enracinée dans le sédiment mais qui se développe dans l'eau et qui fleurit à la surface. C'est une espèce qui est assez commune dans les marais temporaires naturels. Donc finalement c'est plutôt une bonne nouvelle de la retrouver dans cette mare qui a été créée, parce que ça veut dire que les conditions des marais temporaires naturels sont respectées et qu'on a une espèce qui est typique de ce milieu-là, qui arrive aujourd'hui à s'y développer. C'est aussi une plante qui était connue dans la banque de graines, c'est-à-dire qu'on a prélevé du sol et regardé les espèces qui étaient présentes déjà sous forme de graines. Finalement, en creusant la mare, on a favorisé cette espèce puisqu'on a créé une zone qui était en eau plus longtemps et qui lui permettait vraiment de se développer, de fleurir et de fructifier. Mais c'est une espèce qui était déjà là avant le creusement de la mare. Alors si on regarde d'autres plantes, par exemple ici, on a une petite plante aquatique. Donc ça c'est un calitriche. C'est même Calitriche troncata. Donc c'est une plante aquatique qui est vraiment typique des mares temporaires méditerranéennes en Camargue. C'est aussi une plante qui est en fait très rare en dehors d'un certain nombre de marais camarguais. Et ça c'est une espèce qui typiquement n'était pas du tout dans la banque de graines. Donc c'est une espèce qui a probablement été amenée par la faune, donc par exemple par l'avifaune, par les oiseaux d'eau, les canards par exemple, qui en se promenant de mare en mare transporte aussi un petit peu de sédiments et un petit peu de graines de ces plantes et qui a très probablement introduit cette espèce dans la mare. Donc ça c'est encore une espèce qui vise à dire que cette mare qui a été recréée il y a à peine 8 ans est quand même assez proche du point de vue de la végétation des marais qui sont eux parfaitement naturels. Donc on peut continuer un peu à fouiller. Donc là on a une nouvelle plante, qui est une plante vraiment assez commune finalement, qui est une Zanichellie, donc une petite espèce annuelle des milieux aquatiques temporaires, qui elle aussi est assez commune et assez fréquente dans les milieux aquatiques temporaires naturels. C'est aussi une plante qui est assez, on va dire, pionnière, qui peut se développer de manière abondante dans les premiers stades, suite à la création de ce genre de milieu, et qui petit à petit va un peu diminuer en abondance et trouver en quelque sorte une proportion un peu plus équilibrée avec les autres espèces aquatiques. Ça c'est de nouveau une espèce qui n'était pas présente dans la banque de graines historiquement, qui n'a en tout cas pas été identifiée dans cette mare-là. Donc c'est probablement une espèce qui a également été introduite, qui a été disséminée par la faune, donc soit par les oiseaux d'eau, soit par la faune terrestre comme les sangliers. Alors en fouillant, on trouve d'autres types de plantes.
Donc, par exemple, ici, on a des algues filamenteuses. La première chose que ça peut indiquer, si ces algues sont abondantes, c'est un fort niveau trophique. Ça veut dire qu'il y a une forte concentration d'éléments nutritifs dans l'eau, par exemple de l'azote, du phosphore, qui peuvent être liés à l'histoire agricole du milieu, puisque c'est un ancien terrain agricole, donc on peut avoir un stock d'azote ou de phosphore qui est important dans le sol et qui est plus important que dans les milieux naturels. Et cette quantité d'éléments nutritifs, elle peut être utilisée soit par des plantes aquatiques enracinées, soit par des algues filamenteuses, donc des algues. Dans le cas où on a peu de plantes aquatiques qui se développent, par exemple parce qu'on n'avait pas ces plantes-là dans la banque de graines ou parce qu'elles n'ont pas été amenées par les oiseaux ou par les sangliers, on va avoir ces algues filamenteuses qui se développent de manière très importante. Si on a plus de plantes aquatiques enracinées, plus de macrophytes ou de plantes à fleurs, on va directement utiliser, on va préempter tous ces nutriments et ça va un peu court-circuiter le développement des algues. Donc on va dire, si la restauration ne fonctionne pas bien et que les plantes aquatiques qu'on attend ne se développent pas bien, on peut avoir ces plantes-là qui se développent de manière très abondante. Si le milieu est très eutrophe, donc s'il y a vraiment beaucoup d'azote ou de phosphore, de toute manière ces plantes-là vont se développer. Et donc ça, c'est plutôt indicateur d'un dysfonctionnement ou d'un problème dans la trajectoire de restauration. À savoir qu'un milieu aquatique atteint sa végétation de référence, donc la végétation qu'on espère obtenir quand on restaure un milieu, dans un laps de temps qui est de l'ordre d'une trentaine d'années. Donc ici on est à 8 ans après la création de la mare, et en moyenne il faut attendre 30 ans avant d'avoir une végétation de milieux artificiels qui converge vers celle des milieux naturels. C'est finalement pas très étonnant d'avoir un volume assez important d'algues filamenteuses encore aujourd'hui. On est plutôt sur une situation assez positive où le milieu ressemble déjà fortement à une végétation de milieu naturel, mais on a encore quelques signes qui nous permettent de voir qu'on est dans un milieu qui est assez récent et qui n'est pas du tout mature et diversifié comme un milieu naturel. Très bien, donc ça c'était en ce qui concerne la flore, et donc je laisse maintenant la place à une présentation filmée de Philippe Lambray qui va vous parler plutôt de la faune et en particulier du cas des odonates. Alors, je m'appelle Philippe Lambray, je suis chef de projet à la Tour du Valat et je travaille à la conservation des odonates, c'est-à-dire des libellules, notamment à travers des projets de restauration d'habitat. Ici, dans la réserve naturelle des Marais du Viguera, il y a une dizaine d'années, on a mené un de ces projets de restauration en faveur des libellules, et notamment l'Estes macrostigma qui est vraiment menacée. Et ce projet de restauration consistait à creuser des mares temporaires saumâtres qui se trouvent être l'habitat de prédilection de cette espèce de libellule. Il y a plusieurs mares temporaires qui ont été créées, et juste ici, il y a une de celles-ci qu'on va pouvoir aller regarder d'un petit peu plus près maintenant. Ici, on est dans une mare temporaire. C'est une mare qui est temporairement en eau. Donc ici, vous voyez qu'il y a de l'eau sur la totalité de la surface de cette mare, mais au fur et à mesure que le printemps et l'été vont progresser, cette mare va s'assécher au fur et à mesure. Le profil de la mare a été un point important du projet de restauration. Ça veut dire simplement le plan de coupe. Vous voyez ici, on a une berge abrupte qui permet aux larves de libellules, même quand il reste très peu d'eau, de pouvoir grimper et émerger de l'eau pour pouvoir se transformer en adulte. Et puis à partir du moment où on part de cette zone la plus profonde, on va remonter vraiment très doucement le long d'une berge en pente douce qui va permettre le développement de différents types de plantes, celles qui vont avoir besoin de beaucoup d'eau, donc celles qui vont être plutôt dans les zones profondes, et celles qui ont besoin de moins d'eau, donc celles qui vont être un peu plus vers la berge et qui vont subir une période d'assec un petit peu plus longue. On peut parler également de la colonisation de cette mare par les libellules. En fait, chez les libellules, il y a deux stratégies de ponte. La première, ça consiste à déposer les œufs à la surface de l'eau.
Donc vous voyez que là, partout où il y a de l'eau, il y a des libellules qui vont pouvoir déposer leurs œufs. Une autre stratégie, ça va consister à déposer les œufs dans la végétation qui est émergée. Alors, la végétation émergée, c'est par exemple ce tout petit phragmite que vous voyez ici. Vous voyez que c'est une plante qui a les pieds dans l'eau, mais par contre sa tige sort de l'eau. Donc ça, c'est une plante qui peut être utilisée par les libellules qui déposent leurs œufs dans la végétation. On a également ici un jonc maritime dont certaines tiges plongent dans l'eau, et ça, c'est un support qui va être notamment utilisé par l'Estes macrostigma. En fait, on s'attendait à avoir beaucoup plus de développement de ces plantes-là sur la berge en pente douce. Donc, même si l'Estes macrostigma arrive à se reproduire dans cette mare parce qu'il y a quelques endroits où elle peut déposer ses œufs, on n'a pas une population non plus énormément développée parce qu'il manque de support de ponte. Et donc, un des prochains projets, ce serait de favoriser le développement de la végétation en semant des graines d'espèces qui sont utilisées par ces libellules. Très bien, merci à Philippe Lambré pour l'enregistrement de cette séquence. Donc, en guise de perspective, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous, on a travaillé essentiellement sur la question des conditions environnementales et de les rendre favorables à l'expression de ces communautés. On voit que d'une certaine manière, elles s'expriment et on a eu de la colonisation naturelle d'espèces caractéristiques, notamment d'espèces végétales, de ce milieu, mais de manière peut-être pas tout à fait complète. Et en tout cas, on a certaines composantes, notamment les zélophytes, par exemple des cyrpes, qui seraient dont l'absence de la végétation ou le faible développement limite la reproduction et l'émergence de certains organismes, par exemple les libellules, et notamment l'Estes macrostigma qui a, comme vous l'a dit Philippe Lambré. Donc en guise de perspective, peut-être qu'aujourd'hui, suite à ces premiers résultats, donc dans une logique encore un peu itérative et de correction des actions de restauration, il y a peut-être nécessité ou un intérêt en tout cas à forcer la dispersion de certaines espèces qui ne sont pas arrivées sur le site, notamment de certains cyrpes ou joncs, et qui permettraient une reproduction plus importante de libellules qui ont un enjeu de conservation important et qui sont directement liés à ces marées temporaires. Donc, pour conclure, ici, on a bien recréé des conditions écologiques favorables aux espèces cibles. On a bien recréé une mare temporaire méditerranéenne à fonctionnement hydrologique autonome. C'est aussi un écosystème qui est jeune et qui est sur une trajectoire favorable. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, quelques années après la création de ces milieux, on ne peut pas être totalement similaire à un milieu naturel. C'est quelque chose qui prend du temps. Et ensuite, on est sur un projet qui a une originalité, je pense, qui est assez importante, c'est qu'il intègre aussi des problématiques sociales ou sociétales et qui est un support d'éducation, notamment pour les scolaires. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et si vous avez des questions, évidemment, je me ferai un plaisir de tenter d'y répondre. Et merci. Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais ça va peut-être venir d'ici là. On vous laisse un petit temps pour répondre,